À la une de l'actualité ce samedi, suite et fin des travaux du séminaire gouvernemental à Kara, suivi du Conseil des ministres et présidé par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Le point sur le niveau d'avancement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 était au cœur des discussions. Préserver la paix, la cohésion sociale et le développement inclusif, le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent a lancé un tour du Togo pour sensibiliser les journalistes locaux et les acteurs de la société civile sur la question. Et puis, le mécanisme de l'examen périodique universel a retenu l'attention de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale togolaise. Les députés ont été outillés sur les modalités de son fonctionnement et ses étapes clés. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce samedi à Kara sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. À l'ordre du jour, l'examen de 2 projets de décret. Le premier porte création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds pour le programme électricité pour tous. Il s'agit pour le gouvernement de fournir à tous et à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de vie, un accès à une électricité fiable à un prix abordable d'ici à 2030. Nous y reviendrons. Le séminaire gouvernemental ouvert hier à Kara sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé a pris fin ce samedi. Les travaux ont été pour l'essentiel axés sur les enjeux de la sécurité régionale, l'économie post-Covid et la transition écologique. On va y revenir également. Et les travaux du deuxième séminaire gouvernemental de l'année 2021 ont été donc ouverts ce vendredi à Kara par le président de la République Faure Sozimna Gnassingbé. Le point sur le niveau d'avancement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 était au cœur des échanges. Joseph Amigan nous en dit plus. De ce séminaire gouvernemental, on retient essentiellement le point sur le niveau d'avancement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et principalement les progrès réalisés sur les 10 actions prioritaires définies lors du dernier séminaire gouvernemental des 26 et 27 juillet 2021. En lien avec les actions prioritaires, plusieurs projets, notamment la mise en place de la couverture santé universelle, l'augmentation de l'accès et à l'assainissement, la construction de logements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 10 communes et la digitalisation des services publics de l'administration. À l'ouverture de cette session, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a rappelé l'objectif de la présente rencontre, appelé à faire l'état des lieux avec un focus sur les secteurs de l'eau, de la santé, des logements et des infrastructures sociales. Il a évoqué la crise sanitaire qui a contribué à faire grandir les besoins dans tous les secteurs et les attentes des populations. Au regard de tout ceci, a-t-il poursuivi, une évaluation claire et sincère s'impose pour identifier les avancées, les difficultés et les apprentissages. L'attachement du chef de l'État à la bonne exécution de ses projets prioritaires pour satisfaire les attentes et les besoins des populations demeure clairement défini. L'on ne peut qu'apprécier l'utilité de ces rencontres de haut niveau au cours desquelles les différents chantiers menés sont passés en revue. Le but de l'exercice est de renforcer le dispositif de la mise en œuvre des projets en relevant les bonnes pratiques, les difficultés et tous les autres goulots d'étranglement dans leur exécution. Une fois les difficultés identifiées, des solutions seront préconisées pour un aboutissement heureux des projets. Construire autour de la vision un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. La feuille de route lancée en octobre 2020 se décline en axes stratégiques et comprend un portefeuille de 42 projets et réformes prioritaires. Sa mise en œuvre se poursuit avec près de 61% des projets et réformes ayant entamé la phase d'implémentation. Également à l'ordre du jour de ce séminaire gouvernemental, des échanges thématiques entre les participants avec l'appui de plusieurs experts sur les grands enjeux de l'heure. Au nombre de ces enjeux, la conjoncture économique post-Covid.
Après avoir fait montre d'une résilience très appréciée face à la pandémie, le Togo porte aujourd'hui toute son attention sur la relance des activités économiques pour atteindre un taux de croissance prévu à 6,1% en 2022. La transition écologique et le contexte sécuritaire sont également au menu de cette session gouvernementale. Je vous l'annonçais en titre, journalistes et acteurs de la société civile sont mis à contribution dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ils approfondissent justement leurs connaissances à cet effet. Une formation organisée par le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent avec l'appui du PNUD. L'étape de la CARA avec Nestor Mouzou. La menace est réelle. L'extrémisme violent et le terrorisme gagnent du terrain dans la sous-région ouest-africaine. Le phénomène est même aux portes du Togo avec l'attaque du 9 novembre d'un poste militaire à Sanlouaga à la frontière Togo-Burkina Faso dans la préfecture de Kpendial. Prenant en compte l'évidence de cette montée en puissance de l'extrémisme violent et du terrorisme, le gouvernement a, en complément aux mesures sécuritaires, créé en mai 2019 le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le CIPLEV est un mécanisme qui œuvre en amont pour combattre les causes profondes susceptibles de conduire à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Cette session de renforcement des capacités qu'il tient à Kara à l'intention des organisations de la société civile et des médias répond à ce souci. Le programme des Nations Unies pour le développement est l'un des partenaires de cette formation. Notre accompagnement tient au fait que nos projets de développement que nous développons avec le PNUD aujourd'hui s'exécutent sur le terrain, mais il faudrait peut-être qu'il y ait la paix et impliquer tous les acteurs. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de toute la population, c'est l'affaire de la presse, c'est l'affaire de la société civile. Informer, éduquer et sensibiliser les populations afin de renforcer leur résilience face aux vulnérabilités et surtout à l'extrémisme violent. C'est ce qui est attendu des participants. Il va y avoir des communications, il va y avoir des discussions pour que nous parlons tous le même langage. Quand on dit extrémisme violent, la manière dont je le comprends, c'est la manière dont le journaliste également le comprend. C'est la manière dont le responsable de la société civile aussi comprend. Et ça va faciliter la compréhension à nos populations, pour que nous puissions éviter à notre pays des lendemains troubles. Genèse et évolution du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Stratégie de recrutement, source d'approvisionnement et de financement des groupes extrémistes violents. Conséquences des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. Mesures prises par le Togo pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent et contribution des médias et des OSC à la prévention de l'extrémisme violent au Togo sont les modules de la formation. Pendant ce temps, les Nations Unies, à travers le fonds de l'initiative ELSI, félicitent le Togo pour sa politique d'équité du genre au sein des forces de défense et de sécurité. Le déploiement des femmes sur les théâtres d'opération de paix, ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'État. Serge Tastom avec à la voix Ulrich Amiga. Elle s'illustre dans plusieurs domaines et le font d'ailleurs bien. Du monde de l'entrepreneuriat au poste décisionnel en passant par celle à l'échelle internationale et même au sein de l'armée, les femmes sont visibles et de plus en plus impactent la génération montante. Cette remarquable prouesse qu'enregistre le Togo en matière de promotion de la femme sous toutes ses formes se traduit par la mise en œuvre ces dernières années de la politique de l'équité et l'égalité genre initiée par le chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe. Ce qui a valu au Togo la reconnaissance des Nations Unies à travers le fonds de l'initiative ELSI. Le fonds de l'initiative ELSI pour les femmes dans les opérations de paix ELSI Found félicite à cet effet le Togo pour sa politique de promotion du genre, surtout dans le secteur de la défense et de la sécurité. ELSI Found, à la date du 19 novembre 2021, a particulièrement salué l'engagement du Togo à promouvoir le genre au sein des forces de défense et de sécurité, tout en mentionnant le déploiement des femmes sur les théâtres des opérations de maintien de la paix. Cette reconnaissance fait suite à la nomination des points focaux genre au sein des forces armées togolaises, une étape décisive de l'implémentation du projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix. Ce projet bénéficie de l'accompagnement de l'initiative ELSI et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'initiative ELSI pour les femmes dans les opérations de paix est un fonds d'affectation spéciale des Nations Unies
qui vise à accroître la participation des femmes en uniforme sur les théâtres des opérations de paix et à leur donner des opportunités égales aux côtés des hommes. Elle permet également d'augmenter le nombre de femmes participant aux décisions et aux actions relatives à la sécurité de leur communauté et d'inclure le point de vue unique des femmes sur le terrain ou à la table de paix. Et c'est à juste titre que le Togo ambitionne de porter l'effectif du personnel féminin de 6% à 10% au sein des forces armées et de faire passer leur nombre dans le contingent militaire pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies de 6,91% à 14,62% d'ici à 2023. Cité comme étant l'un des meilleurs contributeurs de casques bleus, le Togo est le 7e pays bénéficiaire de ce fonds spécial des Nations Unies. Et le 24 janvier prochain, le Togo va faire son deuxième passage devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. En prélude à ce rendez-vous, une pré-session nationale a été organisée. Tchaznambaga. Double enjeu pour cette pré-session nationale de l'examen périodique universel du Togo. Permettre aux organisations de la société civile et à la Commission nationale des droits de l'homme de mener un plaidoyer directement auprès des ambassades résidentes sur les questions prioritaires en matière des droits humains, puis répondre aux besoins d'information des pays examinateurs sur la situation des droits de l'homme au Togo. C'est donc une véritable opportunité qu'offre cette plateforme aux organisations de la société civile et à la CNDH pour influencer en amont les recommandations qui seront faites au Togo. Le PU, c'est un examen étatique, donc il n'y a que les États qui peuvent faire des recommandations. Là, la société civile peut influencer sur les recommandations, suggérer des recommandations aux États qui vont faire les recommandations au Togo. Donc, ils auront chacun 5 minutes pour briefer les États de la situation des droits de l'homme au Togo. 5 minutes pour convaincre. Pour réussir l'exercice, les organisations de la société civile et la CNDH ont outillé leurs orateurs aux méthodes de plaidoyer stratégiques. Ils ont également élaboré des fiches thématiques à cet effet. Pour le premier examen du Togo, il n'y a pas eu ces travaux préalables. C'était, comme on peut dire, des batailles entre les organisations de la société civile, entre l'État. Tout le monde est parti en rang dispersé. Mais cette fois-ci, on voudrait que cela soit plus un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes. Il y a encore des efforts à faire sur les droits sociaux politiques, malgré l'engagement de l'État togolais. Par ce mécanisme, la situation des droits de l'homme de tous les pays membres de l'ONU est examinée désormais tous les 5 ans. La réussite de ce mécanisme dépend de l'implication de toutes les parties prenantes au processus, notamment l'Institution nationale des droits de l'homme, les représentants de la société civile, les organisations internationales et bien sûr les pays amis comme vous qui prenez part à cette pré-session. C'est le 24 janvier 2022 que le Togo va faire son grand oral devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Il va faire le bilan de la mise en œuvre des 167 recommandations qu'il a acceptées sur les 195 qui lui ont été faites en 2016. Cette pré-session va permettre aux pays examinateurs d'avoir une vue globale de la situation réelle des droits de l'homme sur le terrain afin que les recommandations soient pertinentes, cohérentes dans le but ultime d'améliorer la situation des droits humains au Togo. À retenir également que la Commission de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à PUCIA partage avec les différents acteurs le rapport provisoire de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette commission sillonne donc l'ensemble du territoire pour recueillir les avis en vue d'enrichir le document. Les détails avec Antoinette Omao-Vovor. Le phénomène existe et entrave le développement économique, politique et social des États. La corruption, un obstacle majeur à la croissance économique, à la gouvernance et aux libertés fondamentales. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à PUCIA prend la mesure de la chose. Elle veut impliquer toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national à la lutte collective.
Il faut que tous les Togolais participent à l'élaboration de cette stratégie. Nous l'adressons aux Togolais du nord au sud pour recevoir leurs observations, leurs contributions pour enrichir et parfaire notre stratégie. Ici, à Thiévié, le rapport provisoire de la stratégie nationale contre la corruption est partagé et requiert l'avis des différents acteurs pour son enrichissement. C'est un rapport qui nous donne de l'espoir qu'à la fin, après les améliorations, pourra permettre à notre pays de disposer dans les brefs délais d'un document de stratégie qui s'arrime à ce qui se fait au niveau du pays, au niveau de la sous-région. Une fois le rapport provisoire enrichi et validé, la stratégie nationale sera élaborée pour permettre à la commission de Aplusia de mener à bien sa mission. On en vient à présent aux activités menées par le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, la chef du gouvernement, en parallèle au séminaire gouvernemental tenu à Kara, a effectué une visite de terrain. Madame le Premier ministre s'est rendue à l'école primaire publique d'Adjamda dans la commune Kouza 2 pour constater l'effectivité de 2 projets, celui de la cantine scolaire et la création d'un jardin scolaire. Yves Agbivivi. Voilà, la sauce gombo. J'espère que vous travaillez bien avec moi. Silence. Vous êtes content? Vous êtes content de vous mettre? Oui. On s'applaudit tous, C'est dans cette ambiance que le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a été accueilli par les élèves du cours primaire public d'Adjanda, dans la commune Kouza 2. Les réponses de ces tout-petits expriment la variation des légumes utilisés par la cantine scolaire, un projet soutenu par le gouvernement à travers ANADEB. Ici, plus de 300 élèves de cette école bénéficient de repas chauds chaque année. Il faut que les repas soient prêts avant que les enfants sortent de classe. C'est le menu du jour. On a préparé la pâte à la sauce d'arachide mélangée de goma et les poissons. Les enfants mangent très bien. Depuis 2013, ANADEB est en collaboration avec ce village où elle a pu appuyer la construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes plus direction et bureau et les équipements en mobilier. L'école a émis le besoin d'avoir une cantine scolaire parce que les enfants qui y viennent n'ont pas souvent la chance de trouver à manger à midi et donc il fallait les soutenir. L'accès aux légumes est très difficile à une certaine période et c'est pour cela qu'il fallait qu'on puisse appuyer à mettre les jardins scolaires pour compléter l'alimentation des enfants et surtout faciliter l'accès aux légumes pour les cantines scolaires. Ici, par exemple, pour l'année scolaire, l'ANADEB apporte un appui de 5 360 000 francs. Voici le jardin potager, une initiative de ANADEB encadrée par l'ICAT, voulue à proximité de l'école pour fournir en temps réel les légumes nécessaires pour la cantine scolaire. Madame le Premier ministre a pu constater l'effectivité et la réussite du projet de cantine scolaire et du jardin potager dans cette école. Elle a encouragé les différents acteurs à tenir ferme dans cet élan pour participer au développement inclusif si cher à l'action gouvernementale. Nous saluons la très forte mobilisation de la communauté. Nous saluons le dynamisme de cette communauté. Et nous saluons également l'engagement de toute la communauté. Bravo au nom du chef de l'État. Bravo au nom du gouvernement congolais. Autre activité de Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, des audiences accordées à 2 personnalités à la primature. Elle s'est d'abord entretenue avec Kuramichu Hideaki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en fin de mission au Togo. Entre autres sujets évoqués, la coopération entre le Japon et le Togo. La seconde audience a été accordée à Kofi Adimon, directeur régional Afrique de l'ONG Aide et Action. Également en fin de mission, ce dernier est allé exprimer ses gratitudes à la chef du gouvernement pour le bon déroulement de ses activités au Togo. Yasmine Kodjia. Après 3 ans de mission, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Togo en fin de mission est venu faire ses adieux au chef du gouvernement.
Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre le Togo et le Japon qui se renforce davantage. Nous avons discuté sur la coopération bilatérale. Nous allons continuer dans le domaine de l'infrastructure, surtout des aménagements de corridors entre Lomé, Ouagadougou et Niamey. Avec des Covid-19, le gouvernement du Japon a dit de donner des vaccins par intermédiaire de système COVAX. Et aussi, nous allons fournir quelques médicaments aussi. La deuxième audience accordée par Mme Victoire Tomega Dogbé a donné l'occasion à M. Kofi Adjimon, directeur régional Afrique de l'ONG Aide et Action, admis à la retraite après plus de 20 ans à la tête de cette institution. M. Kofi Adjimon est venu faire le point de ses activités et entrevoir la continuité. C'est la fin de ma mission de directeur de la région Afrique. Donc je venais annoncer et profiter pour remercier Madame le Premier ministre pour toutes les conditions que le Togo nous a offertes pour rayonner sur l'Afrique à partir du Togo. Et je l'ai informé de la venue de mon directeur général international ici au Togo en début décembre pour faire la passation avec moi pour qu'en fin d'année, je puisse céder la place et tourner cette page et ouvrir notre page de ma vie. Madame le Premier ministre a exprimé la reconnaissance du gouvernement pour les efforts déployés par l'ONG en soutien aux initiatives en faveur du développement au Togo. L'Agence française de développement AFD et ses partenaires en visite de travail depuis mardi au Togo, la délégation a durant 2 jours visité des sites et signé plusieurs contrats de partenariat. Abidé Nyassimbi. L'Agence française de développement et ses partenaires apportent leur expertise et appui financier au Togo. La délégation, pour avoir une idée précise sur les priorités du pays, fait une visite de terrain. Elle s'accorde 2 jours durant lesquels plusieurs domaines seront analysés et financés. Avec les médias, la délégation revient sur son programme. Le premier jour, nous l'avons voulu en format Team Europe. Donc, je suis venu avec le directeur général des partenariats internationaux de la Commission européenne, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, nos amis allemands, nos amis espagnols, donc pour passer vraiment un message d'ambition, de cohérence, d'efficacité de l'Union européenne dans toutes ses composantes ici au Togo, parce que le dialogue avec les autorités, la base de travail que nous avons déjà entre agences européennes était déjà de très grande qualité. On a parlé d'1 milliard d'euros d'investissement dans les 4 prochaines années. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir tous les acteurs de la société civile togolaise. Dans ces perspectives, l'AFD veut accompagner le Togo sur les questions de l'environnement, de la décentralisation, de l'eau et de l'assainissement. L'Association togolaise du diabète célèbre en différé la journée mondiale du diabète. L'événement est commémoré le 14 novembre de chaque année, une journée pour sensibiliser davantage la population sur cette maladie. Edwige Atakba Bassabi avec à la voix Eliagba Nyadao. En 2010, 4% de la population togolaise souffrait du diabète, une maladie chronique caractérisée par un taux élevé de sucre dans le sang. À cette causerie débat, l'Association togolaise du diabète sensibilise les populations sur l'importance de se faire dépister pour anticiper sur la maladie. La communauté internationale a constaté que les patients n'ont pas accès libre aux soins, raison pour laquelle elle insiste sur l'accès aux soins du diabète. Nous devons sensibiliser la population à éviter les complications du diabète. Nous sommes là pour apporter le soutien du gouvernement à ces associations-là, à cette société civile-là, qui luttent contre les maladies non transmissibles et en particulier le diabète. Nous sommes en train de mettre en place une enquête nationale. L'année dernière, malgré qu'il y a eu
le coronavirus, 13 000 personnes ont fréquenté les centres de santé et ces personnes-là étaient des diabétiques. Et avec un taux de mortalité important, 3 000 personnes étaient décédées pour raison de complications du diabète l'année dernière. Des séances de dépistage sont aussi au programme. Cette activité en droite ligne de la Journée mondiale du diabète, observée chaque 14 novembre. Au Togo, la journée est placée sous le thème « Accès aux soins de diabète ». La sensibilisation sera poursuivie dans les autres localités du pays pour mieux lutter contre la maladie. Une autre maladie non négligeable, le Covid-19. À ce propos justement et à ce jour, samedi 27 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 243, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 900. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 100. Et le nombre de décès est de 243 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. A signalé également cet incendie à Worgour, dans la ville d'Apaon, dans une station-service. Constat juste des dégâts matériels. Gérard Lagoudou. Jeudi après-midi, le ciel se noircit sur le quartier Worgoua d'Apaon sous l'effet des produits pétroliers. Nous sommes à quelques mètres de l'actuelle douane de Dapaon. Une station-service a pris feu. Visage hagard et abasourdi, le personnel présent sur les lieux nous raconte. Le chauffeur m'a appelé en route et quand il est arrivé, il a garé au moins 1 heure de temps. Il a tout coupé. Il a aussi débranché la batterie. Donc après les 1 heure maintenant, on a commencé le dépotage. Souvent on se baisse pour voir s'il n'y a pas les gouttes là-bas. S'il y a quelques gouttes, on a un petit seau là qu'on met là-bas. Donc je me suis baissé voir s'il a bien mis. En se baissant, moi j'ai croisé la flamme en même temps. C'est de là, il était derrière moi et je l'ai tapé, on a pris fuite. Le chauffeur, lui, il est sorti de l'autre côté. Pour l'heure, difficile de déterminer les causes exactes de ce sinistre. Mais de nombreuses pistes sont déjà écartées. D'autres évoquent même le probable effet de chaleur à l'origine. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes pour limiter les dégâts matériels et prévenir d'éventuelles vies humaines. Sinon, le moment là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait aucun client. J'ai appelé le gérant quand mon second appelait les sapeurs-pompiers. Il dit qu'on lui demandait de situer là où ça se trouve. Et il a situé. Quand ils sont arrivés, ça s'est bien passé. Comment la flamme montait, bon, quand ils sont arrivés, ça a commencé par baisser. Seulement, les dégâts matériels sont à déplorer. Pas de blessés, ni de pertes en vies humaines. L'occasion de rappeler les bons comportements à adopter dans les stations-service. Proscrire les appels téléphoniques, éteindre le moteur de son engin, s'abstenir de fumer et bien d'autres encore. Les victimes des aléas climatiques au cours de la campagne agricole de cette année vont obtenir une assistance en vivres. Cette opération sera menée par le gouvernement à travers l'Agence nationale de la protection civile avec l'appui financier du Programme alimentaire mondial. À cet effet, une cérémonie de lancement a été organisée à Kidiaboun, dans la préfecture de Dankben. Nestor Mouzou. En plus de la pandémie liée à la Covid-19, la situation humanitaire durant les mois de juillet et août a été particulièrement marquée par les inondations et les vents violents ayant occasionné de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels, y compris des exploitations agricoles. Savane, Kara et Maritime sont les régions qui ont été les plus touchées. Le gouvernement, par le truchement de l'Agence nationale de la protection civile et d'autres services techniques, ont procédé à l'évaluation des dégâts. Le Programme alimentaire mondial PAM a été sollicité par le gouvernement pour l'accompagner dans l'assistance aux sinistrés. Kidiaboun, dans la préfecture de Dankben, a été choisi pour lancer l'opération de distribution de vivres aux victimes. Avec les inondations de cette année, il y a eu une grande partie des personnes qui ont été affectées par les inondations. Alors le PAM vient en assistance cette fois-ci pour aider ces populations avec les kits alimentaires.
en première phase. Et il y aura aussi une deuxième phase avec un transfert monétaire à ces personnes pour qu'ils puissent se relever. 80% de ces denrées ont été achetées localement à travers l'ANSAT pour permettre aussi à ceux qui produisent ces denrées-là puissent aussi bénéficier de leur production. 315 tonnes de maïs, 90 tonnes de niébé ou haricots, 31 tonnes d'huile végétale, 67 tonnes de farine enrichie et 4 tonnes et demie de sel iodé pour une valeur de 217 millions de francs CFA. C'est ce qui sera distribué aux sinistrés. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leurs champs détruits par les eaux. À l'époque, dans la foulée, le gouvernement avait apporté son assistance à travers l'Agence nationale de la protection civile. Aujourd'hui, nous procédons au lancement d'une grande assistance d'un des partenaires. Je voudrais, au nom du gouvernement, dire un sincère merci au programme alimentaire mondial et à travers eux au système des Nations Unies en général. Au total, 2000 ménages, soit 10 000 personnes dans 78 localités pour 12 préfectures des régions Savane, Kara et Maritimes sont bénéficiaires de cette assistance. Ce communiqué de la CET pour terminer, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux dus à une panne à la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations du vendredi 26 au dimanche 28 novembre dans les villes de Lomé, Thiévié et leurs environs. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à son aimable clientèle pour ce désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à très prochainement.